qu'il y aura des hommes. L'homme qui est assis en face de moi est l'une des voix les plus reconnaissables de la chanson française. Un homme dont les refrains se sont glissés dans nos vies, nos enfances, nos amours, nos dimanches, nos voyages, nos deuils même parfois. L'homme qui est assis en face de moi a chanté « Ce n'est rien »,« Fais-moi une place, femme, je vous aime »,« Souffrir par toi n'est pas souffrir »,« Ma préférence, la Californie, quand je joue », et tout cela en une seule vie. Alors il est là, très ponctuel, très élégant et même un peu rock, dans sa veste en cuir. On sent chez cet immense artiste un mélange d'humilité, de précision et de grâce. Parce que oui, il faut avoir été aussi un peu touché par la grâce pour avoir une si belle carrière. Alors en ce mercredi d'automne pluvieux, laissons entrer le soleil. Bonjour Julien Clerc et merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Merci de me recevoir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous ait rendu très heureux ces derniers jours ? Quelque chose qui m'est rendu très heureux ces derniers jours. Oh, sûrement. Mais comme ça, je vais y réfléchir. Peut-être que j'y reviendrai au cours de la conversation. Très bien. Julien Clerc, est-ce que vous aimez l'époque dans laquelle nous vivons ou est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que, non, c'était mieux avant ? C'est drôle parce que on m'a posé cette question, hier. Et je vais faire la même réponse. Moi, je suis plutôt quelqu'un de mobile et de quelqu'un qui vit avec son temps, le temps qui passe et son temps. Alors, comme j'ai maintenant un certain âge qui me permet d'avoir des réactions de vieux con si je veux, il peut m'arriver de dire comme ça, oui, c'était mieux. Mais j'ai une nature quand même qui n'est pas nostalgique. Donc, j'aurais plutôt tendance à m'habituer ou à me faire avec les temps modernes, comme disait l'autre. Mais c'est vrai que... Vous ne vivez pas dans le passé. Non, mais par exemple, j'aurais pas aimé être jeune aujourd'hui. C'est marrant. J'ai préféré être jeune quand je l'étais. Mais il faut dire que c'était un temps... je pense qu'il n'y a eu que ce moment-là, comme ça, dans l'histoire des hommes, enfin, en tout cas dans l'histoire de France. Un moment comme ça, où on oubliait tout, où l'amour était tellement libre. Donc c'était vrai que c'était un temps assez gai pour avoir 20 ans, voilà, on va dire. Et vous aviez 20 ans en 67-68. Oui, c'est ça, j'avais 20 ans en 68. J'étais un petit peu à contre-courant parce que mon histoire familiale, certainement, faisait que j'étais fait pour être un petit peu plus à contre-courant. J'avais 2 foyers parce que mes parents étaient séparés. Mon père était gaulliste. Mon grand-père maternel était communiste. Donc j'ai relativisé très très jeune les engagements politiques. Et on va revenir sur cette famille qui ne ressemblait pas forcément à toutes les familles de votre génération. Mais j'aimerais d'abord qu'on revienne sur votre dernier album, parce qu'il s'appelle Une vie, il vient d'être réédité. 11 titres écrits par les plus grandes plumes de la chanson française, Carla Bruni, Serge Lama, Maxime Le Forestier, Paul École et bien d'autres. Comment on choisit ceux qui vont mettre des mots dans votre voix ? Dès qu'on voit quelqu'un qui écrit bien... C'est vrai ? Oui, on va le trouver. Dès que vous entendez un texte intéressant, vous vous rapprochez de l'auteur ? Ce que je fais, c'est que je travaille toujours avec les gens qui ont travaillé avec moi. Au fur et à mesure, il y en a qui, malheureusement, qui sont partis. Ça s'est un petit peu rajeuni, bien que le talent n'est pas une question d'âge et les mots français bien écrits n'est pas une question d'âge non plus. Mais c'est vrai qu'il y a des façons d'écrire qui correspondent à une époque. Et il y a des gens avec qui je n'avais pas travaillé que j'ai appelés. Serge Lama, par exemple, que je croise depuis des années sur des scènes ou des studios de télévision. On n'avait jamais rien fait ensemble. C'est incroyable. Alors, je l'ai appelé, je lui ai demandé des textes. Par exemple... Carla Bruni, vous aviez déjà collaboré ensemble ? Oui. Et Barbelivien aussi. Ouais. Gaëtan Roussel, jamais travaillé avec lui. Et là, par exemple, comment vous avez travaillé ? Vous leur avez envoyé d'abord des mélodies que vous aviez composées ? Ça dépend qui ils sont. Et moi, j'essaie d'avoir dans les albums, j'appelle ça les chansons avec le texte d'abord, qu'il faut mettre en musique. J'appelle ça les chansons où le texte commande, c'est plus facile. Et puis les chansons où je fais la musique d'abord, j'appelle ça les chansons où la musique commande. Et c'est bien d'en avoir un peu de chaque genre, parce que ça ne fait pas tout à fait les mêmes chansons.
Alors, et puis Parmi vos plus grands succès, ça a plutôt été des chansons que le texte commande ou que la musique commandait? souvent, c'est la musique qui est écrite d'abord. Donc, par exemple, Quand je joue, ou Quand Femme, je je joue vous aime, musique ou d'abord. Utile. Non, utile écrit sur le texte. Quand je joue musique d'abord, ma préférence musique d'abord. Mélissa, musique d'abord. Femme, je vous aime, musique d'abord. D'accord, c'est intéressant ça. Cet album, c'est Benjamin Biolay qui l'a réalisé. Ça, c'était votre première collaboration ensemble? Deuxième. Deuxième collaboration ensemble. Qu'est-ce que vous aimez dans sa façon de travailler? Parce qu'il est libre, parce qu'il est très inventif, parce qu'il est lui-même. C'est rare pour un artiste d'être capable de produire un autre artiste. Moi, je serais totalement incapable. Pourquoi? Pourquoi vous en seriez incapable? Parce qu'il faut avoir un savoir-faire sur tous les plans. Il faut avoir une opinion sur les paroles et la musique, mais il faut aussi avoir une opinion sur la qualité des micros, sur qui va être aux manettes, sur des trucs beaucoup plus techniques que moi. J'ai juste mes oreilles à mon service, mais je n'ai aucune compétence dedans, ni jamais cherché à en avoir d'ailleurs. Mais est-ce que pour bien réaliser un autre artiste, il faut l'aimer profondément? Est-ce que Benjamin Biolay fait partie Je pense qu'il faut de vos l'apprécier. fans? Oui, Enfin, de vos fans, vous voyez ce que je veux dire, mais je pense. Oui. Je Et on pense. ne peut pas réaliser l'album de Julien Clerc si on n'aime pas profondément le travail de non. Julien Clerc, non? Et si on n'a pas une certaine culture musicale, parce que ça sera plus facile pour comprendre d'où viennent les choses et les influences et tout ça. Avec Benjamin, il comprend au quart de tour. Enfin, on n'a pas besoin de se lancer dans de longues explications. Pourquoi il s'appelle Une vie, cet album? Est-ce que c'est un bilan? Est-ce que c'est votre vie? Est-ce que Non. c'est toutes les vies? C'est une fois que j'ai vu toutes les chansons accumulées, je vais vous dire la vérité. Je voulais que la tournée s'appelle Une vie, et ça me plaisait bien que l'album ait le même titre que la tournée. Mais parce que la tournée, elle comprend énormément de chansons de toute votre carrière. Donc ça, on pourrait comprendre. Mais parce que quoi, ça va être la dernière tournée? Non, je crois pas, mais enfin, je rentre dans des eaux où on ne sait pas si j'arriverai au port. Donc, moi, je serais plutôt partisan du Never Ending Tour de Bob Dylan. Mais enfin, on ne sait jamais ce que la vie réserve. Donc, non, mais ça me plaisait que ça ait le même nom. Il se trouve que les textes qu'ils m'envoyaient, les uns et les autres, faisaient une somme de choses qui peut un peu résumer nos vies. D'accord. Donc il s'appelle Une vie et il vient juste d'être réédité. Julien Clerc, ce podcast s'appelle Tant qu'il y aura des hommes. Alors moi, j'aimerais connaître votre définition de ce que c'est que d'être un homme aujourd'hui. D'être un homme aujourd'hui, il faut... ce n'est peut-être pas la même chose que d'être un homme il y a 50 ans. Mais parce que la société a évolué, il est certain que les hommes qui n'ont pas compris que les femmes, par exemple, ont évolué, vont avoir des surprises qui ne sont pas forcément bonnes dans la vie. Que le rapport, certains positionnements de certains hommes vont avoir du mal à s'exprimer de nos jours, si vous voulez. Bon, je dis ça parce que je pense que j'ai été fait pas tout à fait de ce bois-là, et que mon inclination m'a toujours porté vers les femmes plutôt libres et qui m'ont, je le dis toujours, ce n'est pas pour faire un genre, mais qui m'ont fait évoluer, ou en tout cas qui m'ont un peu appris la vie. Bon. Et comme j'ai eu de la chance, parce que j'ai eu l'impression par moment de vivre plusieurs vies, si vous voulez, j'ai peut-être mieux appréhender ce que deviendraient un peu les hommes en ayant toutes ces vies, puis en étant un artiste aussi. Mais je n'ai pas une vie, je veux dire par là. Moi, je connais des gens, ils sont nés dans une maison, je pense qu'ils y mourront dans cette maison. Et ils ont habité le même endroit toute leur vie. C'est exactement le contraire de ma vie à moi. Ça n'en fait pas des gens mauvais, loin de là. Bien sûr. Mais je veux dire, si je suis mobile comme je suis aujourd'hui, je pense que c'est grâce à cette vie, c'est grâce à ces activités que la vie m'a procuré. Tout en, dans le monde d'aujourd'hui, de temps en temps, il m'arrive d'être un peu agacé par les hommes plus jeunes
que j'aurais tendance à trouver mous du genou. Ah, ça, c'est intéressant. Pourquoi? Qu'est-ce qui leur manque à cette génération d'hommes-là? Et qu'est-ce que vous appelez mou du genou? Ah ben voilà, ça c'est... Qu'est-ce que j'appelle mou du genou? Je pense que quand même, je suis quand même de ma génération, si vous voulez. Donc, je ne suis pas comme était sans doute mon grand-père, mais je ne me sens pas tout à fait... Patriarche, macho, oui, autoritaire. Oui, non, puis vivant avec leur temps, si vous voulez. Bon. Mais il y a une dose de... Je crois qu'on a tous une dose de féminité et de masculinité en nous. Il m'arrive de trouver que les garçons d'aujourd'hui manquent un peu de nerfs. Je vois tout à fait ce dont vous parlez, mais très bien. Je vous laisse évidemment la paternité de cette réponse. Qui sont les hommes qui ont compté beaucoup dans votre existence et qui ont fait de vous en partie l'homme que vous êtes aujourd'hui? Il y a mon père, il y a mon grand-père maternel, mon père... C'est lui qui était communiste? Celui qui était communiste. Comment il s'appelait? Il s'appelait Alexandre Merlot, il était antillais, communiste, il était ouvrier dans l'aviation. Et mon père était, lui, intellectuel, il a fait des études brillantes, et il arrivait d'un milieu rural au début, mais enfin après on peut considérer ça un milieu intellectuel. Je ne veux pas dire bourgeois, parce que ma mère, même après s'être séparée de mon père, des années après, quand je la voyais pendant les week-ends, puisque je ne la voyais que pendant les week-ends, j'avais été confié à mon père, ce qui était rarissime à l'époque. On a été des pionniers. Alors, elle refusait que je dise, pour faire plus vite, je disais, je suis un milieu de petits bourgeois de Bourg-la-Reine. Voilà. Elle me dit, mais pas du tout. Ton père n'était pas du tout bourgeois, ce qui est vrai, elle avait raison. Il détestait la bourgeoisie. Il m'a dit, c'est un intellectuel, ton père, c'est pas un bourgeois. Ça fait une vraie différence. Donc, il y avait votre père, votre grand-père. Est-ce qu'il y a eu d'autres hommes? Ouais. Il y a eu des gens... En fait, j'ai toujours bien aimé les figures un peu paternelles. Rodagil en a été un. Dabadi en a été un autre. Ils étaient fort différents, sauf qu'ils étaient tous les deux des poètes. Ils étaient vraiment plus âgés que vous? Oui, ils étaient plus âgés que moi. Ouais, ils avaient une dizaine d'années. Plus que moi, ce qui compte. Quand même. Oui, ça suffisait. Ouais. Il y a eu souvent des gens plus âgés que moi. D'accord. J'aimais bien, je ne refusais pas, loin de là, la fréquentation des gens plus âgés. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est vous qui êtes devenu un peu une figure paternelle pour certains jeunes hommes? Est-ce qu'il y a certains hommes qui travaillent avec vous? Mes fils, sans doute. D'autres, je ne sais pas. Je sais qu'il y a certains artistes qui m'aiment bien. Est-ce que je suis aussi important pour eux que certains hommes plus âgés l'ont été pour moi? Je ne sais pas. Mais je sais que, par exemple, Calogero m'aime bien. Je sais qu'il aime bien la façon dont j'ai fait les choses, si vous voulez. Que vous soyez un modèle pour certains artistes, ça, j'en doute pas. Bon, ça me paraît... tant mieux, parce que moi, j'ai bien eu des modèles. À la fin de cet enregistrement, Julien Clerc, avec quel homme, illustre ou inconnu, mort ou vivant, vous aimeriez aller passer une heure, juste en sortant de mon studio, là, si vous pouviez? Non, mais j'aurais fait toujours la même réponse depuis Salut les copains, quand on me demande ça. C'est forcément quelqu'un de mort. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a deux personnes que j'aurais aimé connaître, en fait. J'aurais aimé connaître Mandela, parce que je m'en fais une idée à travers des films que j'ai vus. Et puis, on va dire que ma petite part de négritude a toujours été importante pour moi, malgré tout. Ça m'a permis de regarder la société, l'histoire du monde d'une certaine façon, toujours. Mm-hmm. Et puis, mon héros d'enfance, en fait, à cause de Kirk Douglas, mais c'était Spartacus. Donc là, si vous aviez un peu de temps après cet enregistrement, vous auriez bien passé une heure avec Spartacus. D'abord parce que j'aime bien l'Antiquité. D'accord. J'aime bien les Romains. Et que lui s'est élevé contre Rome. Vous aimez bien les rebelles? Vous aimez bien ceux qui moi, contre... étant un rebelle caché, on va dire, en n'étant pas très... C'est quoi un rebelle caché? Non, mais je veux dire, je suis un rebelle courtois, quoi. Je veux dire, je ne suis pas... je ne suis pas quelqu'un qui serait capable de... Enfin, en tout cas, je ne ferais pas bouger des montagnes en montant sur les tables. Je chercherais une autre façon, faire bouger les montagnes. Mais lui, comme ça se passe dans le monde romain, et qu'il a pris la tête d'une révolte d'esclaves,
et que l'esclavage, c'est une chose qui me touche sous toutes ses formes. Donc, ça serait un symbole pour moi. Et ce serait quoi votre première question, vous, le rebelle un peu timide? Que demanderiez-vous à Spartacus? À Spartacus, je lui demanderais parce que c'est des choses que j'aurais pas été capable de faire, je pense. En fait, mettre ma vie en danger, je sais pas si j'aurais été capable. Donc, il se met sa vie en danger. Il a fait partie des gens qui ont mis leur vie en danger pour une idée. Et je ne suis pas sûr que j'aurais été capable. Souvent, je me demande qu'est-ce que j'aurais fait pendant la guerre, en fait. C'est bien joli de dire... Mais d'ailleurs, Goldman a écrit une très jolie chanson là-dessus. Si j'étais né, c'est celle-là? Si j'étais né en 17 à la Oui, c'est ça. Ouais. Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Ouais. Dans ce podcast, il est de coutume de reprendre l'histoire depuis le début et donc de reprendre une vie, votre vie, là où elle a commencé. Vous êtes né où et vous avez grandi où? Je suis dans le 19e. Je suis un vrai Parisien. C'est-à-dire que c'est vrai que Paris est une ville, souvent, on le dit, habitée par des provinciaux. Donc on a dit ça longtemps. Moi, je suis un authentique Parisien. Je suis dans le 19e arrondissement. Et vous avez grandi à Paris et en banlieue parisienne? J'ai grandi à Bourg-la-Reine très vite, en banlieue. Donc dans quel milieu social? Un milieu intellectuel du côté de votre père? Oui, c'est ça. Enfin, il avait été prof, il a fait Normal Sup, il a été prof, puis après il a travaillé à l'UNESCO. Et votre mère? Et ma mère, elle était donc fille de ces Antillais-là, ouvriers. On habitait à Bourg-la-Reine avec mon père et ma belle-mère, qui a été très importante aussi dans ma vie. Une maison en pierre meulière dans une rue comme ça de banlieue plutôt bourgeoise. Bon. Et puis j'allais le week-end à Bourg-la-Reine dans un appartement qu'on voit sur les photos de Douaneau, quoi. Voilà, un appartement de 2 pièces avec les toilettes sur le palier comme dans les films de Renoir. Vous vous souvenez de la voix de vos parents, de leur façon de faire certains gestes? Très bien. Oui. Très, très bien. Je me souviens très bien de la voix de mon père, qui avait, quand j'ai réentendu, une voix à l'ancienne, je trouve. Il avait la voix qu'on entend des fois sur des films dans les années 30, vous voyez, ou 40. Un peu qui parle un peu du nez? Ouais. Je vois. C'est drôle. Avec des airs très marqués? Mais je sais pas, mais il avait une façon de s'exprimer qui était, je trouve, à l'ancienne. Et vous vous souvenez de certains de leurs gestes, leur façon, je sais pas. Ma mère, je me souviens très bien. Mon père un peu aussi, mais je ne sais pas pourquoi. Ce sont les gestes de ma mère. Quel geste vous revient? Par exemple, c'est quand elle m'essuyait, par exemple, le coin de la bouche, en faisant ça avec son doigt, ce qui m'énervait énormément. Et ça, c'est un traumatisme pour beaucoup d'enfants. Ouais. Ces mamans qui avaient tendance à lécher leurs doigts avant d'en essuyer le coin de la bouche de leur enfant. Ouais. C'est épouvantable, il faut le dire, il faut arrêter ça. Oui, il ne faut pas faire ça. C'est épouvantable. Je me souviens de ce geste-là en particulier. Est-ce que vous vous êtes surpris, alors pas avec ce geste-là, mais est-ce que vous êtes surpris de temps en temps à reproduire certaines choses que vos parents faisaient ou qu'ils disaient? Oh, sûrement. Mais on évolue aussi en tant que parents. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des enfants à des âges différents. Je n'ai pas été tout à fait le même père avec le dernier, qui a 17 ans, et avec la première qui en a... pas quel âge, 40, bien sûr. 50, non, mais même en tant qu'homme, pas forcément en tant que parent. Est-ce que parfois vous vous voyez... Ou est-ce que par exemple, vous retrouvez des traits physiques de vos parents sur votre visage? Moi, je trouve que j'ai évolué, comme beaucoup d'enfants. Je pense que je ressemblais à ma mère au début et que plus le temps a passé, plus je me suis mis à ressembler à mon père. Quels parents étaient-ils avec vous? Est-ce que c'était des parents sévères? Est-ce que c'était des parents très laxistes? Mon père, il avait une image de sévérité, mais quand j'en parle avec mes sœurs, en fait, il était un peu sévère, mais c'est pas ça, c'est pas de la vraie sévérité. On va dire qu'il était sévère intellectuellement. Voilà. Il était honnête intellectuellement. C'est une chose dont nous avons hérité tous, je crois. Mon frère Gérard l'avait aussi, ça. Et donc, moi, il me faisait beaucoup rire, en fait. Il me faisait rire, même danser quand il était sérieux. Bon. Et cet engagement qu'il avait dans notre culture, par exemple, dans nos lectures,
je pense que j'ai un peu gardé ça, moi. Il y avait un petit côté Pygmalion, quand même, qu'il avait dû avoir avec ma mère, qui était d'un tout autre milieu, qui était très jeune, très, très jeune. Quand il épousait, elle avait moins de 20 ans. Et elle était fille d'ouvrier. Ils n'étaient pas du tout du même milieu. Et je pense qu'il l'avait prise, d'abord parce qu'elle était plus jeune que lui, et qu'il a pu être un peu Pygmalion avec elle. Elle me le racontait. Après tout, j'ai gardé un peu ce côté-là. J'ai souvent été avec des femmes plus jeunes que moi. Et c'est vrai que ça m'a fait plaisir de leur faire découvrir des films d'antan que j'aimais, qu'elles n'avaient peut-être pas eu la chance de voir, etc. C'est quoi le premier film que vous leur montrez ? Bon, ça dépend, mais avec Hélène, quand on s'est connus au début, par exemple, hein, elle qui est de loin celle qui a la plus grande différence d'âge avec moi, puisqu'on a 30 ans de différence, c'était facile. Il suffisait d'aller dans le quartier latin, voir tous les films noirs et blancs de la grande époque du cinéma français, que certainement elle n'avait pas encore vu, et pareil du cinéma américain. Je voulais, voilà, des films noirs, des choses comme ça. Quel petit garçon vous étiez, vous, au milieu de ses parents Je pense que je me dépeins à moi-même comme un enfant assez triste de la séparation de ses parents, etc. Il semblerait, en discutant avec des témoins, que j'étais pas si triste que ça, que j'étais quelqu'un d'assez bavard. C'est assez joli parce que ma belle-mère, comme mes parents sont séparés, j'étais très très jeune, j'avais 1 an et demi. Ma belle-mère, avant que mon frère arrive, il s'est passé 4 ans, donc elle n'a élevé que moi. Et elle avait écrit, ça m'a beaucoup touché quand je l'ai découvert après, un espèce de journal qu'elle a tenu pendant 2 ans, où elle me décrit très très bien. Je ne suis pas du tout quelqu'un de triste, quelqu'un de très bavard, qui invente beaucoup, qui s'est inventé un camarade qui n'existe pas, donc il s'appelle Jean-Pierre, qui discute avec lui. Donc je pense que j'ai été un enfant, malgré ce que je me dis à moi-même, pas si malheureux que ça. Votre père a refait sa vie et a eu d'autres enfants. Votre mère aussi ? Non. D'accord. Elle a refait sa vie beaucoup plus tard, mais bon, là, j'étais passé d'avoir des enfants. D'accord. Je l'ai connue toute mon enfance, une femme seule, une jeune et jolie femme seule. Et secrétaire, ça ne devait pas être facile. Non, ça devait pas être facile. Il n'y avait pas comme aujourd'hui. Des femmes seules, il y en avait beaucoup moins, si vous voulez. Aujourd'hui, vous allez au restaurant, vous allez au théâtre, vous avez des rangées entières de copines ou des tablés de filles. Mais vous pensez qu'elle avait une vie sociale néanmoins, qu'elle avait quelques amis ? Je pense même qu'elle avait une vie amoureuse, mais je ne voulais pas l'entendre parler. D'accord, très bien. Vous êtes donc l'aîné de la fratrie, puisque votre père va avoir d'autres enfants. Ouais. Et est-ce qu'on reste un aîné toute sa vie, Julien Clerc ? Ouais. Par exemple, la dernière fois que j'étais un aîné, qui n'était pas un souvenir drôle, mais où je me suis dit, c'est mon rôle, c'est à moi de le faire, c'est quand mon frère est mort, par exemple, c'est moi qui ai appelé chacun de mes frères et sœurs pour leur annoncer. Ça me semblait absolument naturel. Sa femme, Julie, n'avait pas la force. Donc j'ai dit, je vais le faire, je vais appeler tout le monde. Quelle place occupait la culture dans votre famille ? Très Est-ce qu'on allait au cinéma, au théâtre ? Est-ce qu'on écoutait de la musique ? Qu'est-ce qu'on écoutait ? Très grande. Ah oui ? Très grande des deux côtés. Place. Des deux côtés, c'était différent, comme la politique. Ouais. Mais c'était quand même de la culture très présente. Donc, d'un côté, on ne sera pas étonné de savoir que ma belle-mère n'aimait que la musique classique. Elle était claviériste amateur, comme ça, elle jouait du Chopin, du Beethoven et tout ça. C'est elle qui vous a mis au piano ? Hein ? C'est elle qui vous a mis au piano ? Ouais, d'accord. Ouais. Avec l'accord de ma mère, évidemment. Mais elle ne se parlait pas beaucoup. Hein. Bon. Et puis, de toute façon, ma mère, c'était un sujet tabou à la maison. Donc, les deux femmes, je pense, se parlaient plus que mon père le parlait à son ex-femme. Et donc là, il y avait cette culture-là, une culture littéraire extrêmement... extrêmement forte chez mon père, où, je le répète, il y avait un besoin chez lui de nous diriger un petit peu. Mais vous avez fait une drôle de tête quand vous avez parlé de la culture littéraire. Non, j'adorais. Oui, ah oui, vous avez adoré ? J'adorais. La seule chose que j'aimais moins que lui, c'était la poésie. Parce que j'étais trop dispersé, ou je préférais lire des trucs, des livres qui m'amusaient ou qui me transportaient, que de lire de la poésie. C'est marrant parce que tout à l'heure, vous avez parlé de Roda Gilles et de Dabadi et vous m'avez dit, oui, mais eux, c'était des poètes. Oui. Donc cette poésie que vous n'avez pas tellement aimée quand vous étiez enfant, exactement, vous l'avez aimée ensuite. J'ai tout à fait essayé de lui
de lui rendre justice à cet égard, mais c'est arrivé plus tard. D'accord. Et chez ma mère, il y avait une autre culture, qui est une culture plus populaire, puisque c'est une grande amatrice de chansons, une grande amatrice de films. J'oublie de vous dire qu'il n'y avait pas la télévision chez mon père, hein, c'était interdit. Donc j'allais chez le voisin pour voir la télé quand je voulais regarder un match ou Interville, par exemple. Et alors que le week-end, je le passais enfermés, on était l'un sur l'autre avec ma mère. Quand j'ai été petit, lovés l'un dans l'autre, à regarder la télé parce qu'elle avait acheté la télé, elle. Mais elle ne vous manquait pas, votre mère, à ne la voir qu'un week-end, que tous les week-ends, à pas passer les soirées avec elle, à pas la voir pour vous coucher? Non, il y a eu une espèce de double vie qui s'est installée très jeune, D'accord. dont je me contentais tout à fait. À quoi ressemblaient les déjeuners du dimanche et les fêtes de famille? Les fêtes de famille, c'était une nourriture précise, qui était le poulet rôti. Ça, c'était le dimanche midi? Oui, c'était le dimanche. Et le samedi et le dimanche, mon père faisait les courses. Et quand c'était bon, naturellement, c'est parce qu'il avait acheté des bons produits. C'était jamais parce que Guylaine cuisinait. Mais et puis chez ma mère, c'était toujours le même repas parce qu'elle faisait tout ce que je voulais, évidemment, comme elle ne me voyait pas. Donc pendant des années, ça a été de l'entrecôte bleue avec des spaghettis à la sauce Buitoni. Un jour, elle m'a mis de la sauce Panzani, je lui ai fait un scandale. Plus, je buvais du jus d'orange. Enfin, tous les trucs qui étaient interdits à la maison. Voilà. Là, je les faisais chez ma mère. C'est marrant parce qu'effectivement, normalement, c'est chez les pères que les enfants se permettent de manger n'importe quoi parce que leur mère impose une rigueur et vous, c'était l'inverse. Mais pardon, mais si aujourd'hui, à l'aveugle, je vous tends 2 cuillères, une de Buitoni, une de Panzani, ferez-vous vraiment la différence? Je sais pas, peut-être, faudrait voir. Si j'avais su, je me serais organisée. Oui, bien sûr. Je le regrette. Bien sûr. Quelle est votre Madeleine de Proust, Julien Clerc? La Madeleine de Proust, c'est quoi? C'est un plat? Le petit goût de votre enfance, le truc qui vous ramène tout de suite... Moi, j'aimais beaucoup comme mon grand-père cuisinait. Et il faisait un courbouillon de poisson, comme on dit aux Antilles, hein, qui est un poisson avec du riz, et de la tomate et tout ça. Et j'ai jamais retrouvé le goût comme lui le faisait. Alors lui, il faisait comme il était ici en métropole avec du maquereau, qui n'est pas un poisson avec lequel les Antillais cuisinent, mais il faisait ça avec un poisson qu'il trouvait ici, et donc il le faisait avec du maquereau. Et ma mère le refaisait bien, mais quand même pas aussi bien que mon grand-père. Que son père, donc. Bon, alors, quel adolescent avez-vous été? Vous étiez bon élève? Vous étiez... Non. oui. Je passe au ras de la barre à chaque fois. Il faut vous dire que là aussi, ça n'a pas été commun. J'ai fait toutes mes études au lycée Lacanal. Ça, c'est à Sceaux, à côté de Paris. Ouais. Classe primaire jusqu'à la classe qui préparait, après le bac, hein, qui préparait propédeutique, enfin un examen qui s'appelait propédeutique. Et j'ai fait toutes mes études là-bas. Eh ben, j'ai quand même trouvé le moyen, dans mes études, d'avoir 2 profs qui étaient des amis intimes de mes parents. Donc, un prof de lettres qui m'avait vu naître, puisque quand j'étais né, j'étais parti à Vienne, parce que mon père faisait partie de l'armée d'occupation française dans le secteur français de Vienne. Vous savez qu'à la Libération, et Berlin et Vienne, on était séparés en 4 secteurs, soviétiques, anglais, américains et français, les alliés, donc. Et mon père s'occupait de la culture dans le secteur français de Vienne. Mmh. Et j'ai vécu là... pas 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Et je ne sais plus pourquoi je dis ça. Parce qu'on parlait de 2 professeurs qui étaient des copains de vos parents. Lui m'avait vu naître, Jacob. Et alors, il était prof de lettres, mais un germaniste, étrangement. Un germaniste brillant qui avait même traduit des pièces de Bertolt Brecht, donc un vrai germaniste. Il a été mon prof pendant 2 ans à la Canal. Et dans le même temps, mon prof d'italien avait fait danser ma belle-mère. C'était un Corse de Tunisie. Et ils avaient eu 20 ans ensemble. Donc, j'avais 2 profs quand même très proches de la famille. Donc, j'étais surveillé quand même. Et comme j'étais assez quand même dilettante et paresseux, c'était pas rigolo. Et alors, c'était quoi votre rêve de vie et de bonheur à cet âge-là? Je lisais, je regardais la télé quand j'allais chez ma mère. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Vous aviez quel rapport aux filles? Vous étiez un séducteur? Vous étiez un playboy? Ou pas du tout, au contraire, vous étiez très timide Ah sinon, j'ai aimé les filles très, 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 très tôt. Oui, très tôt.
Très tôt, j'ai aimé la compagnie des filles. Et si je vois des photos, même que j'ai revues là récemment pour le prochain spectacle, on cherche des trucs, j'avais vraiment des copines à tous mes anniversaires. Et j'avais plutôt plus de copines que de copains. J'ai aimé la fréquentation des femmes tout de suite, très tôt. Je ne dis pas que ça aide à mieux les connaître, mais je n'ai jamais aimé, par exemple, les vacances entre copains. Ça ne m'a jamais plu. La seule fois où je l'ai fait, c'est quand j'ai eu mon permis de conduire et qu'on est parti avec 3 amis, avec Massim Kamil, dans un caravaning center en Angleterre. On avait loué une caravane dans le sud de l'Angleterre, à Bognor Regis, pas loin de Brighton, en pleine période à nous, les petites Anglaises. Ça a été le seul moment où j'ai fait ça avec des copains. Mais généralement, j'ai toujours préféré... Et c'était pour aller voir des filles, finalement. Et c'était évidemment... C'était pas pour rester évidemment. entre vous. Alors, le seul truc qui était gênant là-dedans, c'est que vous savez que c'était la grande époque des mods et des rockers. Les rockers avaient des motos et des blousons de cuir. Les mods avaient des Vespa et des espèces de grands manteaux avec de la fourrure sur la capuche de l'armée suédoise. Et ils se déplaçaient, les uns avec leurs copines derrière leur moto et les autres avec leurs copines derrière leur scooter. Et ils avaient un point commun, ces mods et ces rockers, c'est qu'ils étaient violents et qu'ils détestaient les étrangers, surtout les Français. Et donc, on passait notre temps à être avec des Allemands, souvent. Et parce que les filles, on tapait plutôt dans le vivier des modes, si vous voulez. Donc, il fallait quand même se méfier, parce qu'ils étaient violents les uns et les autres. D'ailleurs, ils se retrouvaient régulièrement sur les plages du sud de l'Angleterre pour se bagarrer durement. Mais vous n'étiez pas un bagarreur, vous aussi ? Bah, pas du tout. Oui, c'est ça. Donc, 1 ou 2 fois avec... Et puis alors, comme avant de partir en caravaning center, mes parents m'avaient mis déjà plusieurs années de suite dans des familles anglaises pendant 15 jours ou 3 semaines. Et des fois, c'était un business, ça. Je me souviens d'une dame qui était veuve, qui avait pris 2 élèves, donc 2 types, donc un Allemand et moi, un Allemand, un Français. Son fils était un rocker, il passait son temps à nettoyer sa moto, il nous méprisait absolument, hein. Il ne nous regardait même pas quand on passait. Et voilà, c'est une ambiance. Mais enfin, je me souviens 1 ou 2 fois, on cavalait dans les rues, mon pote allemand et moi, parce qu'on nous courait après quand même. Après le bac, vous avez fait des études d'anglais, comme quoi l'Angleterre, finalement, oui, ça vous c'est avait ça. plu. L'Angleterre a été très présente tout de suite. Mais pour faire quoi des études d'anglais ? C'était quoi l'idée ? Rentrer à Sciences Po, faire l'ENA, c'est Je ne savais pas ça ? ce que j'allais faire. Moi, je ne savais pas du tout. Je n'avais aucune idée. Donc c'est Et vos comme parents qui ont j'étais pas- choisi ? J'étais pas mauvais en langue vivante. Ma foi, j'ai fait de l'anglais. Mais je ne savais pas où ça allait me mener. Mon père était désespéré parce que comme j'étais son aîné, il aurait bien aimé que je suive ses traces. Mais j'adorais le français, j'adorais tout ça, mais je n'étais pas assez bon. Même le latin, j'adorais, mais je n'étais pas assez bon. Donc le truc où j'étais un peu mieux, c'était l'anglais. Alors il s'est dit, ma foi, il va faire des langues et puis après, on verra. Un jour, vous avez dit au micro de mon ami et confrère Augustin Trapenard, vous avez dit « Je suis arrivé à la musique par instinct plus que par calcul Ouais. ». Moi, quand j'ai entendu cette phrase, j'ai un peu réfléchi. Je me suis dit « Mais comment aurait-il pu en être autrement ?» Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ? On choisit, enfin, on ne peut pas faire un calcul de faire de la musique. C'est un mauvais calcul dans 90% des cas. Oui, mais ça arrive beaucoup, surtout par les temps qui courent, des gens qui veulent se lancer dans le milieu artistique sans avoir peut-être tout ce qu'il faut en main pour le faire. Mais qu'est-ce que vous auriez pu faire d'autre de votre vie, vous ? Ben, je ne sais pas. C'est arrivé vraiment au bon moment, hein. Je vous assure, ça m'a sauvé la vie parce que j'avançais là dans les études. J'aurais une licence d'anglais et puis je savais pas. J'ai même fait l'examen de Sciences Po que j'ai raté. Alors, grâce à ce propédeutique dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça me permettait de passer en 2e année de droit directement. J'ai fait du droit d'ailleurs. Je me suis enfui parce que je m'ennuyais, ça me plaisait pas. Et j'ai tenté l'examen de Sciences Po. Grâce à cet examen de propédeutique, j'ai pu passer que l'oral de Sciences Po. Ben, je me suis rétamé à l'oral de Sciences Po. Le directeur de Sciences Po avait fait Normal Sup avec mon père. Et il a tenu à me prendre un rendez-vous, ce qui m'a mis la honte, évidemment, avec lui. Et je le revois encore, ce monsieur. Je me souviens de son nom. Il s'appelait Henri Gréard.
Et il est arrivé dans le hall de Sciences Po face à mon père. Et il lui a dit, mon pauvre Paul, j'ai rien pu faire. Oh non. Mais j'ai été recalé à l'examen des, je ne sais pas si ça existe toujours, de culture générale. Et donc, on était dans une salle comme ça, ils appelaient les élèves, et ça pouvait partir dans tous les sens. Vous vous souvenez d'une question qu'on vous a Mais posée? tout à fait. Allez-y. Et la fille devant moi, il lui dit, alors mademoiselle, où êtes-vous allée en vacances? Oh putain, je dis, si ça avait été moi. Et alors elle avait dit, aux États-Unis. Ah, très bien, formidablement, formidable. Parlez-moi des Américains. Ils sont décontractés. Ah, bon. Est-ce que vous lisez? Sciences Po, hein? Non. Est-ce que vous regardez? Est-ce que vous lisez les journaux? Pas tellement. Est-ce que vous regardez la télévision? Pas beaucoup. Bon, merci mademoiselle, asseyez-vous. Leclerc, c'était moi qui étais après. Bon, je me dis, c'est bien parti. Hein. Et il me dit, parlez-moi de Léon Blum. Ah non. Ah si, c'est affreux. Alors, Qu'est-ce que vous avez réussi à dire sur Léon Blum? Alors, ce que Léon Blum, je me souvenais vaguement du début de sa carrière, où il a fait partie de plusieurs ministères. Il avait été à un moment donné ministre du Travail, quelque chose comme ça, dans un ministère. Et puis je voyais avec horreur la guerre s'approcher. Alors la guerre arrive. Il me dit, oui, alors donc, la guerre. Bon, je me dis, il était juif, il a dû avoir des problèmes. Je dis, oui, bon, comme il était juif, oui. Et j'avais carrément oublié le procès de Rion, qui est extrêmement important dans la vie de Blum. Donc il m'a dit, rasseyez-vous, monsieur. Et après, Henri Gréard a dit, mon pauvre Paul, j'ai rien vu faire. Et donc, il y avait ce piano à la maison. Et je ne sais pas pourquoi il m'a attiré. J'avais fait du piano classique quand même pendant 7 ans. Et j'avais voulu arrêter à ce moment-là, vers l'âge de 13 ans, 11 ans. J'ai dit, embarqué par un copain qui habitait au bout de la rue, je veux faire du scoutisme. Et j'ai décrété que, évidemment, je ne pouvais pas mener de front le scoutisme et le piano. Donc je me suis enfui du piano, parce que mes parents étaient trop faibles, ils m'ont laissé faire. Donc j'étais faire du scoutisme, et Dieu merci, au retour, le piano m'a quand même appelé. Alors, tous les après-midi, quand j'étais à la maison, je prenais le piano sur lequel ma belle-mère jouait Chopin et Beethoven, et j'essayais de reproduire ce que j'aimais. Mais j'avais quand même des goûts assez... J'aimais de la chanson, bien sûr. J'aimais Bob Dylan, ça allait. J'aimais les Beatles, ça allait à peu près, pas tout. Mais tout le reste, tout le pan de musique que j'adorais, qui était la musique soul, le jazz, j'étais incapable de le reproduire. Je n'avais pas les clés de cette musique. Et c'est dans une de ces séances, là sans doute, n'arrivant pas à reproduire à l'oreille, qui est le meilleur de mes instruments, hein, c'est mon oreille, que j'ai dû commencer à trouver des trucs à moi. Parce que je n'arrivais pas à reproduire ce que Et c'est j'aimais. comme ça que ça a commencé? Oui. C'est à partir de là que vous vous êtes dit, c'est ça que je vais faire de ma vie? Alors, il a fallu, parce que quand même, comme dans cette famille, il n'y avait aucun artiste, il n'y avait pas de tradition familiale. Il y avait une tradition plutôt on prend un métier bien et on réussit dedans, et on fait sa vie comme ça. Bon. On va mener une vie avec un métier bien pour lequel on a fait des bonnes études. Bon. J'étais quand même marqué par ça, parce que ma mère avait beau aimer les artistes, avec moi, elle ne pensait qu'à une chose, en bonne fille d'ouvrier qu'elle était, c'est que je sois, je ne sais quoi, moi, avocat, médecin, ou je ne sais pas quoi, ou comme mon père. Et j'ai réfléchi bien, et j'ai attendu d'avoir fait beaucoup de mélodies pour me dire, écoute, tu as l'air d'être capable de... Tu pourrais vivre de ça. C'est ça que je me suis dit. Parce que j'ai senti ce talent en moi. Mais j'avais toujours pas de parole. Hein. Il a fallu en trouver. Il a fallu en trouver. On va parler justement de vos débuts. On va revenir ensuite sur ceux qui ont écrit pour vous pendant de très nombreuses années. Mais votre première scène, c'était où, déjà? Alors, il y a une première scène qui n'a rien à voir avec mes chansons. D'accord. Qui est quand je suis encore étudiant et que je suis en vacances en Corse avec un copain, et qu'il y a des musiciens un jour qui arrivent. Il y a une boîte qui se monte, qui porte bien son nom,
qui est tenu par des Marseillais, qui s'appelle Le Bout du Monde, tout au bout de la plage de Calvi. Et ces musiciens-là, quand ils sont engagés pour jouer dans cette boîte, ils n'ont pas de chanteur. Alors là, qu'est-ce qui me passe par la tête de dire que je suis chanteur? Je ne sais pas. Vous avez quel âge à ce moment-là? Je ne sais pas, je dois avoir 17 ans. D'accord. J'ai jamais chanté. Hein. Mais vous savez que vous aimez ça? Je sais que j'aime ça, c'est tout. Mais et vous savez que vous chantez juste? Pas vraiment. D'accord. Je vous y allez vraiment au culot? Je ne sais pas ce qui va se passer quand je vais ouvrir la bouche, hein, mais je me dis, j'ai envie de... Comme on écoutait beaucoup de musique avec mon pote, lui, il était plutôt Rolling Stones et Rhythm and Blues. Moi, j'étais plutôt Beatles, etc. Donc, on avait tous les disques, on campait. Et on s'était viré du camping. En plus, le mec l'avait dit foutez le camp avec vos musiques, foutez le camp avec votre musique de nègre, il nous avait dit. Alors, on avait trouvé un autre endroit pour planter notre tente. Et on écoutait la musique. Il avait amené un manche-disque, vous savez, c'était le truc de l'époque. Alors, j'ai appris, naturellement, les disques qu'on avait, c'était la musique que jouaient les musiciens. Donc j'ai appris à toute vitesse, comme j'ai pu. Des fois dans un anglais incertain, les paroles. Et puis le soir, je me suis lancé, comme c'était principalement des copains qui étaient dans le public, qui m'ont dit « Ah, c'est bien quand tu chantes, etc. » Bon, ça, c'était la première fois. Après, je suis rentré, j'ai continué de faire quelques concerts quand j'étais étudiant, parce que je pouvais chanter grâce à mes copines, je pouvais chanter dans les rallyes du 16e arrondissement. On se faisait pas mal d'argent. Tous les samedis, on chantait on faisait danser. Mais là encore, ça n'était pas vos chansons. Ah ben non, c'était que les autres. Voilà. Et puis, donc j'ai commencé à écrire les miennes et tout ça. Et la première fois, en fait, c'était en première partie d'Adamo, à Boulogne-sur-Mer. Et là, vous avez quel âge? Je sais pas, 21 ans. Après cette première partie d'Adamo. Je la fais toute la tournée. Ok. Est-ce qu'après, il y a une première télé, une première radio, un premier article? À la sortie de l'album et la première télé, je m'en souviens très très bien. C'était chez qui? Je sais pas. Enfin, une de ces émissions là, en noir et blanc de l'époque. Donc, je pense que la toute première, ça se passe à Deauville sur la plage. Je chante La Cavalerie et naturellement, ils m'ont mis sur un cheval et à côté du cheval, ils ont planté dans le sable une moto. Comme ça, tout était dit. Très bien. Tout à l'heure, vous m'avez dit « Je préfère avoir été jeune à l'époque où j'ai été jeune ». Si vous deviez commencer votre carrière aujourd'hui, là, est-ce que vous tenteriez l'aventure? Oh, je sais pas, je suppose. Mais vous pensez que vous auriez aimé trouver cette place dans un monde de streaming, d'algorithmes, d'exposition instantanée, de réseaux sociaux? Bien sûr, j'aurais été quelqu'un de mon temps. J'aurais été habité pareil, de la même façon. Parce que quand même, quand ça sort à un moment donné, qu'on sent qu'on a ça en soi, ça peut sortir à tout moment et dans n'importe quel monde. Je pense que même que sous François Ier, vraisemblablement, j'aurais joué de la viole. Enfin. Et quel conseil vous donneriez alors à quelqu'un qui débute là? Un seul conseil, ce serait lequel? De ne pas faire comme les autres. Au micro de Denise Glaser en 68, vous aviez alors 20 ans, vous aviez dit ça. Je crois que c'est un des secrets de la réussite, et pas seulement dans le milieu de la chanson. Il faut travailler en équipe. Alors voilà pourquoi c'est une affaire de famille aussi. Le secret de la réussite, et pas seulement dans le milieu de la chanson, c'est de travailler en équipe. Vous aviez déjà compris ça, Julien Clerc. Vous aviez compris que pour y arriver, il fallait être une équipe. C'est obligé, hein. Puisque de toute façon, j'étais pas foutu d'écrire mes paroles. Donc j'ai été par force obligé de trouver des gens qui écriraient mes paroles. Donc déjà, ça a fait de moi un homme d'équipe. Déjà. Donc ça, mais c'est un secret que vous... Enfin, c'est un secret de réussite, en tout cas. Ah je pense, oui. Mais enfin, vous savez, des fois, vous avez des gens qui sont très forts et qui arrivent à faire tout seul, mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis, il y a quand même des équipes autour qu'on ne voit pas. Mais des gens qui arrivent à tout décider tout seul, tout gamberger tout seul, moi, j'admire beaucoup. Il y en a des artistes comme ça. Mais vous avez essayé, à un moment, d'écrire vos propres chansons? Oui, mais ça n'avait aucun intérêt. Franchement, c'était pas bien. Au début, je croyais que ça m'arrangerait. Au début, je regrettais d'écrire que la musique. Et puis après, plus le temps a passé, plus j'ai remercié la vie de n'avoir été que compositeur. Ce sont deux métiers très différents, d'être auteur et d'être compositeur. Oui, d'abord, différent. Je suis compositeur-chanteur. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que j'interprète ma musique.
les auteurs, c'est des fois une place difficile. Parce que les auteurs, je trouve, ils ne sont pas assez respectés. Mais partout, dans le cinéma aussi. Et souvent, ils ne recueillent pas, ils restent un peu dans l'ombre. C'est pour ça que j'ai toujours pris à cœur de citer mes auteurs. Qui étaient donc, pour les premiers, Étienne Rodagil et Maurice Vallet, avec qui vous avez commencé. Tous deux ont disparu depuis, mais racontez-moi un peu, Julien Clerc, qu'est-ce qu'ils avaient de plus que les autres, ces deux-là ? D'abord, ils arrivaient de nulle part, comme moi. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas déjà dans le métier. Nous sommes rentrés dans le métier tous les trois. Moi, quand j'ai auditionné à l'époque pour Pathé Marconi, rue Lord Byron, eh bien, ils m'attendaient en bas dans un bistrot tous les deux, sur les champs. Okay. Élysée. Et qu'est-ce qu'ils avaient quelle était la plus grande qualité, par exemple, d'Étienne Rodagil ? Ça ne ressemblait à personne. Ce qu'il écrivait, on pouvait le rattacher, par exemple, un peu à Léo Ferré. Enfin, vous savez, il était un peu dans ce truc-là. Il était anarchiste, il n'a jamais hésité à mettre de la poésie, y compris même un peu hermétique, ce qui me dérangeait pas. Et ils avaient l'air assez différents. En tout cas, quand on regarde les paroles qu'ils vous ont écrites, oui. Maurice Vallet et Étienne Rodagil vous écrivent pas du tout la même chose. Non, pas du tout la même chose. Mais Momo, c'était plutôt mon ami. Hein. Il était au lycée avec moi. Il s'est mis à écrire un peu parce que Étienne s'est mis à écrire. Ouais. Étienne est rentré dans le cercle, si vous voulez. Ah, c'est ça qui a poussé Maurice à écrire pour vous. Oui, oui. D'ailleurs, il n'a jamais été professionnel comme était Roda. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Étienne, Momo, il était mon pote, en fait. Il était mon ami. Et il me suivait partout. On passait les vacances ensemble. C'était pas pareil. Alors, quand il a disparu, qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Mais ça faisait longtemps. Et évidemment, c'est une partie de moi-même, on peut dire, en tout cas une partie de mes souvenirs qui est partie. Mais on se voyait moins depuis quand il est parti, en fait, parce que il était en très, très, très mauvaise forme physique. Il avait énormément bu toute sa vie. Je m'en suis voulu de ne pas être plus présent, mais il ne le voulait pas. Ça aurait été malgré lui. Vers la fin, il me disait « Non, je préfère pas que tu viennes parce que je veux pas que tu me vois comme ça. » Donc, il a pu vivre à la fin de sa vie. Je dois le dire, moi, je n'aime pas me vanter de ce genre de truc, mais oui, s'il avait un toit et tout ça, et s'il avait de l'argent pour vivre, c'était un peu grâce à moi. Voilà. Toujours en 68, toujours au micro de Denise Glaser, dans sa géniale émission Discorama, ouais. Elle vous demandait ce que vous pensiez de la chanson. Et voilà ce que vous lui répondiez. Vous lui avez répondu que vous aviez avec vos paroliers l'ambition de rompre avec les yéyés et de faire en sorte qu'une chanson soit un tout, une musique et un texte. Ce que je pense de la chanson, c'est-à-dire que moi j'ai une idée bien précise, nous avons une idée bien précise, on s'est fixé un but. C'est de faire de la chanson où il y ait du texte, c'est-à-dire de rompre avec la tradition dite yéyé et d'introduire une chanson qui allie le texte et le rythme. Et même ça me déplaît de dire ça parce que je pense qu'une chanson est un tout, c'est pas seulement une musique ou un texte, c'est un tout. Donc un chanteur est un personnage, est un tout lui aussi. C'est ça. Est-ce que vous me répondriez ça aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous pensez de la chanson, Julien Clerc ? Vous êtes toujours totalement d'accord avec vous ? Et Roda, je répétais, comme on parlait entre nous, ça c'était du Roda tout craché, hein, et il rajoutait une chanson, il n'avait pas tort, c'est une musique, un texte et une voix. C'est pour ça que c'est si difficile de faire des reprises. Et souvent, c'est quasiment impossible de faire aussi bien que le créateur. Mais pardon, quand vous avez entendu Serge Gainsbourg un jour dire que la chanson était un art mineur, parce que pour lui, un art majeur, ça demandait une initiation, est-ce que vous vous êtes dit qu'il avait raison ou est-ce qu'au contraire, non, la chanson n'est pas un art mineur ? Non, mais ça faisait partie de ses provocations. Bien sûr. Il a dit ça dans une soirée bien précise et surtout face à quelqu'un de bien précis qu'il a voulu pourrir. Et c'était tout à fait dans l'esprit de Gainsbourg. Il était provocateur et il fallait prendre ça... Comme ça venait, vous voyez ce que je veux dire. Mais... Je ne suis pas sûr qu'il ne le pensait pas un peu quand même. Si, il le pensait parce que Gainsbourg, il adorait la peinture. Et il adorait la musique classique. Il adorait la musique classique, mais encore ça, c'était son domaine. Oui, oui. Mais la peinture, il fallait savoir qu'il aimait la peinture. Et il considérait la peinture, oui, comme un art majeur, parce que ça restait plus, sûrement.
Mais bon, Gainsbourg, il était un peu génial quand même, Serge. Ouais. Et il avait ce truc, des génies, de temps en temps, ils ne sont pas toujours faciles à vivre et il ne faut pas écouter tout ce qu'ils disent. Voilà. Vous l'avez fréquenté un peu? Oui, beaucoup. Vous étiez amis? Oui. On était amis, en tout cas copains, on va dire, très bons copains. Oui, j'ai eu des bons moments de vie, de larges, on va dire, de larges périodes de vie avec lui. On fréquentait le même band, on se retrouvait toutes les semaines pour dîner aux mêmes endroits, etc. Mais il y avait un truc qui nous séparait absolument, qui fait qu'à un certain moment de la journée, je ne pouvais plus partager de moments de vie avec lui, c'était son alcoolisme. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, dans la soirée, je veux dire, je ne savais pas quoi lui dire, quoi. Bien sûr. Je ne savais plus quoi lui dire. Il y a une des auditrices de Tant qu'il y aura des hommes qui m'a écrit pour vous demander d'où vous venait la discipline dont vous faites preuve donc, depuis de très nombreuses années, qui a fait probablement que vous ne pouviez plus rien dire à Serge Gainsbourg en milieu de soirée. Et si c'est cette discipline-là qui vous avait permis de faire tout ce que vous avez fait? Je pense que la réponse est oui. Oui, sans doute. Sans doute. Mais alors, en quoi elle consiste, cette discipline, déjà? Parce que si je pouvais m'en inspirer un tout petit peu. Non, mais... les côtés dont on a parlé, parce que j'en ai parlé, parce que j'ai communiqué dessus, parce qu'au moment où j'avais fait ce régime, ça m'avait tellement frappé, j'avais tellement aimé faire ça, et voir les résultats, et comprendre certaines choses, comment ça marchait sur la nourriture et tout. J'avais fait ça avec discipline, comme un peu tout le reste, si vous voulez. Mais vous Moi, avez j'ai un revenu petit côté, depuis. côté un peu soldat, comme ça. J'aime pas décevoir. J'essaie de faire de mon mieux. Je fais partie des gens qui ne se sont jamais complètement habitués à l'idée d'avoir des succès, d'être bien aimé. Je m'en suis jamais complètement... J'en ai toujours été très, très conscient. J'ai un côté en moi qui remercie un peu le ciel tous les matins de me dire que d'être encore là, c'est du travail, certes, et il faut que ce le soit, parce que c'est un travail amusant, c'est pas donné à tous les travaux. Mais bon, il y a quand même un petit côté miraculeux là-dedans. D'autant plus si on voit que j'ai fait ma vie avec de la musique et que j'ai un très petit savoir. Très petit savoir de piano, c'est ça dont vous parlez? Non, mais pas que ça, oui, mais de solfège, de tout. Mon savoir en musique est très faible. Et ça vous a pas empêché d'être un immense mélodiste? Voilà, j'ai une bonne oreille. Et puis, peut-être que... On avait des longues discussions avec Jean Schultes à l'époque, là-dessus, en lui disant que moi, je poussais même le vice à ne pas vouloir acquérir trop de savoir, justement. Il me disait... Pour garder une forme de fraîcheur? Ouais. Mais il me disait, t'es complètement idiot, parce qu'il me disait, Beethoven et Mozart, ils avaient à la fois du savoir et de l'invention, si vous voulez. C'est plutôt tout à votre honneur de ne pas vous comparer à Mozart. Oui, ça vous ressemble plutôt. Loin, cette humilité, ça vous ressemble. Mais le seul point qu'on a en commun, c'est que Mozart, paraît-il, disait, je veux que le cocher puisse siffler mon air. Tout à l'heure, vous m'avez dit, je remercie un peu le ciel quand même tous les matins d'avoir pu durer, etc. Sans être religieux du tout. Hein. Ouais. C'est une question très sincère que je vous pose là, Julien Clerc. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu avoir la même carrière si vous aviez été une femme? Et n'allez pas chercher quoi que ce soit de tordu dans cette question. C'est juste que j'ai regardé. À part Véronique Sanson, je ne vois pas bien qui citer comme femme chanteuse qui ait eu votre carrière. Barbara. Mais elle n'est plus là aujourd'hui. Oui, mais plus là. Moi, je parle de quelqu'un elle est la qui mère de bien des chanteuses. Oui, mais je parle de quelqu'un qui serait vraiment votre contemporain. Et Véronique, il n'y a que Véronique Sanson. Oui, mais à cette époque, vous avez raison, il y avait moins de femmes. Mais alors ça s'est rattrapé depuis. Hein. Aujourd'hui, de nos jours, c'est les femmes qui dominent, je trouve. Mais est-ce que vous pensez néanmoins que c'était plus difficile de durer ou d'avoir le même succès quand on était une femme? Françoise Hardy, qui a disparu récemment, est une femme qui a connu un très grand succès. Enfin, je veux dire, pas du tout comparable au vôtre. Non, parce qu'elle n'a pas voulu, parce qu'il lui manquait une chose qu'elle détestait, qui était la scène. Il faut quand même qu'il y ait la scène pour durer. D'accord. C'est obligé. Vous ne pouvez pas faire qu'une carrière de disque. Vous regarderez tous ceux qui ont duré. Bien sûr. C'est parce qu'ils ont fait du spectacle vivant et que les moments où ça allait moins bien, ils se sont tenus à la barre grâce à la scène et que ça les a prolongés. Moi, je crois beaucoup à ça. D'ailleurs, les deux femmes que je vous ai citées, ce sont des artistes de scène. Barbara, on adore ses disques, mais ceux qui l'ont vue sur scène,
Ils ont été marqués à tout jamais. Piaf, pourquoi elle est encore dans nos têtes? Oui, les disques, mais surtout la scène. C'est quoi votre chanson préférée de Barbara? Ma chanson préférée de Barbara, il y en a plein. Il y a « Dis quand reviendras-tu ». Ouais. Il y a des chansons moins connues, comme « Joyeux Noël », ou une chanson très osée, qui est très, très originale, c'est-à-dire deux personnes qui sont tous les deux, qui sont tous les deux en couple, et qui se rencontrent tous les deux le soir de Noël et qui passent la soirée. C'est-à-dire qu'ils tous les deux trompent leur conjoint et vont finir par retourner à la maison. C'est une chanson très osée, je trouve, même à l'époque où elle l'a écrite. C'était 22 heures à peine ce vendredi-là. C'était veille de Noël et pour fêter ça, il s'en allait chez Madeleine près du pont de l'Allemand. Elle aurait eu tant de peine qu'il ne vienne pas fêter Noël, fêter Noël. Est-ce que vous auriez aimé être une femme le temps d'une journée pour Non, voir, jamais. pour comprendre? Non, jamais. Jamais. Vous savez, j'ai compris un jour que ça pouvait être d'être une femme. C'est quand j'ai chanté en prison. Et que j'ai vu la tête de certains prisonniers longue peine. À l'époque, je mettais des jeans serrés, en fait, etc. Blabla. Et j'ai vu dans leurs yeux un truc que j'avais jamais vu. Et j'ai dit, tiens, je suis sûr que ça, c'est ce que voient les femmes dans les yeux de certains hommes. Donc c'est la violence des hommes qui vous fait dire non jamais. Ouais. Quelle est la qualité que vous préférez chez une femme, Julien Clerc? D'être à la fois le plus libre possible et en même temps d'aimer les hommes. Vous avez énormément chanté les femmes. Est-ce que, et tout ça, vous me disiez, je suis quand même un homme de mon époque. Enfin, je veux dire, Est-ce qu'aujourd'hui, vous oseriez autant chanter les femmes dans l'époque actuelle dans laquelle on est, sur laquelle on est toujours en train de regarder chaque mot, chaque signification, chaque truc? Oui, oui. Mais je pense qu'il y a des façons. Je suppose que. Vous savez, moi, je n'écris pas mes paroles. Hein, je ne leur ai pas demandé. Moi, je ne vais pas demander à Dabadi de m'écrire « Femme, je vous aime hein. ». Sauf qu'il me disait, quand on l'a écrit, j'étais, comme ça m'est arrivé parfois dans la vie, je trouvais que j'allais un peu trop loin. Et donc, j'avais mis la chanson un peu de côté. Et il me disait, Jean-Loup, il me disait, mais tu sais que c'est pour toi que je l'ai écrit, ça. Si Johnny ou Sardou m'avait demandé une chanson sur les femmes, j'aurais pas écrit ça. Hein. Là, je t'ai écrit, c'est pour toi. Hein. Cette chanson, c'est toi. Mais parce que dans Femme, je vous aime, par exemple, de mémoire comme ça, mais vous dites... Je vous désire, oui, ou même pire. Ou même pire, c'est ça, oui. Complètement ça. Il avait complètement vu ça, bien sûr. Et donc, on sait très bien qu'aujourd'hui, si vous écriviez ça, il n'y en aurait plus d'une qui viendrait vous voir en disant « C'est-à-dire, Julien Clerc, ou même pire oui. ». Qu'est-ce que c'est même pire? Non, mais on m'a fait même pire au Canada. Ah oui? Au Québec, où une jeune intervieweuse m'a dit « Mais pourquoi vous n'avez pas fait une chanson en disant transgenre, je vous aime, homosexuel, je vous aime ?» Et je n'ai plus qu'éclaté de rire. Je vous aime. Je vous aime. Vous avez chanté « Utile » en 2016 lors de la cérémonie en hommage aux 86 victimes de l'attentat de Nice. Cette chanson, sortie en 92, a dû prendre un tout autre visage, non, depuis cet hommage? Mais ça, c'est la vie des chansons. C'est-à-dire qu'un jour, vous faites quelque chose, et puis vous faites une chanson et vous ne savez pas ce qu'adviendra. Vous ne savez pas ce que les gens en feront, et vous ne savez pas complètement comment elle peut être reçue. Et cette chanson-là, le jour, je me souviens, comme quoi il faut se méfier de soi-même, je me souviens le jour où Étienne m'a apporté le texte, Roda m'a apporté le texte. Et quand j'ai vu marqué « utile » en haut, dans ce caractère que je reconnaissais entre mille, qui était ça, il écrivait avec sa machine à écrire. Machine à écrire. Il avait des caractères très précis. Et quand j'ai vu Utile, j'ai dit, oh là là, ça commence mal, c'est pas un titre de chanson, ça. Bon, comme quoi je me trompais. J'ai eu la chance qu'ils m'écrivent ça. Et après, je l'ai retrouvé partout. C'est des choses qui arrivent, qu'on ne peut pas prévoir. Vous l'avez aimée tout de suite, cette chanson?
dès que j'ai fait la musique dessus, oui. Et surtout, j'ai vu l'effet qu'ils faisaient, parce que je me souviens du brainstorming avec la maison de disques. Alors, comment va s'appeler l'album et quel va être le premier single? Et tout le monde a dit utile. Donc, c'est à ce moment-là que les choses commencent à vous échapper. Vous chantez « Je veux être utile à vivre et à chanter », justement. Et à rêver, et après à chanter. Et à rêver et à chanter. Ouais. Ces mots-là, ça donne tort à Gainsbourg, quand même. De quoi? La chanson n'est pas un art mineur. Bah si. Quand on vous appelle pour soutenir 86 familles endeuillées, une ville endeuillée après des attentats terroristes, etc., c'est bien que la chanson n'est pas un art mineur. C'est un art populaire qui accompagne la vie des peuples, la vie des gens, et qui se fond en fade-out quand l'artiste est mort. Et ça reste un peu, mais évidemment que ça reste moins que la peinture ou la sculpture. C'est-à-dire que quand on même... a moins de recul, ceci dit. On a juste aussi une question de recul. On n'a pas encore autant de recul sur Piaf, sur Brassens, sur Barbara. On va voir. Ouais, mais les chansons, elles sont quand même liées à leur époque. On a la Marseillaise. Roger de Lille prouve quand même qu'on peut garder une chanson en tête. Oui, mais bon, parce que Oui, c'est un hymne. Non, mais je me fais un peu l'avocat du diable. Mais la chanson, elle est quand même liée à son interprète, qu'on le veuille ou non. Donc, il en reste quelques-unes, mais elles marquent leur temps. Malgré tout les efforts qu'on peut faire, moi, je fais des efforts terribles pour être intemporel, et d'adapter au fur et à mesure des années qui passent. Dans les productions de mes albums, j'essaie de mettre un peu du temps qu'on vit là, parce que à chaque époque correspond des sons, une façon d'écouter la musique. Donc, j'aurais traversé ce temps, je peux être quand même content de ça, quand même plus de 50 ans, voilà, en ayant cherché des producteurs qui étaient tous différents, etc., et, tous fidèles à leur époque, mais il n'en reste pas moins que c'est une patte, une façon de composer qui disparaîtra avec moi. Et c'est pas plus triste que ça. En attendant, vous aurez été utile à vivre et à rêver. À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés, comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver. Julien Clerc, vous avez 5 enfants. Qu'est-ce que la paternité a changé chez vous? À la naissance du premier, à la naissance du deuxième, etc. La paternité, ça change tout, la paternité, parce qu'on rentre dans un club quand on est parent. La vie ne sera plus jamais pareille. Donc, moi, j'ai tendance à dire, j'ai jamais désiré. Mais quand c'était l'envie de la femme que j'aimais, je n'avais qu'une chose à dire, c'était oui. Vous n'aviez pas forcément envie d'enfant, vous? Je me disais ça. Mais enfin, vous savez, je me disais aussi que je ne me marierais pas. Donc, oui. Et vous êtes marié combien de fois? 2 fois. Oh, ça va. Ouais. Mais les enfants... D'abord, quand j'ai connu Miu Miu, elle avait déjà un enfant. Donc déjà, j'ai été père tout de suite parce que je l'ai élevée. Donc là, il n'y avait pas à réfléchir. Et vous avez aimé ce rôle de beau-père qui devient... J'ai assez aimé. D'ailleurs, quand à l'époque, on me disait, je me souviens, une fois que Miu Miu a été enceinte, quelques années plus tard, on me disait, tu t'es heureux, non, tu vas avoir un enfant. Mais je dis, j'en ai déjà un. Et elle m'a bien récompensée, puisque quand elle avait 16 ou 17 ans, elle m'a demandé de l'adopter. Donc ça a été une récompense suprême. Et après, jamais je n'ai demandé d'enfant, mais je crois que quand 2 personnes s'aiment, ils veulent les enfants. C'est comme ça. Et vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'aviez évidemment pas été le même père. Non, pas tout à fait. Mais c'est normal. Oui, c'est normal. Est-ce que vous avez néanmoins le sentiment d'avoir été un bon père, d'avoir fait ce que vous pouviez? Vous connaissez la phrase de Sartre, hein, bon, il n'y a pas de bon père, un point c'est tout, un truc comme ça dans les mots. Mais j'ai essayé d'être un artiste père. Voilà, bon, on sait qu'un artiste c'est absent, c'est pas toujours présent aux mêmes heures qu'un père non artiste, mais j'ai essayé de prendre ce métier-là à cœur, on va dire,
Avec au début, c'est ma fille aînée qui m'a dit l'autre jour, elle m'a dit, tu sais, tu t'es beaucoup, elle n'a pas dit ramolli, mais tu t'es beaucoup adouci, elle m'a dit. Parce qu'elle m'a dit, au début, tu étais plus sévère, plus sec que ça. Mais elle me dit, c'est normal. J'avais jamais analysé ça sous cet angle-là. Elle m'a dit, c'est normal parce que tu n'avais que l'exemple de ton père sous les yeux. C'est très intelligent d'avoir dit ça. C'est vrai. Et l'exemple de mon père que j'avais sous les yeux, je sais qu'il n'était pas dur, mais il était cassant. Mais il n'était pas dur, parce qu'un père dur, il ne serait pas levé toutes les nuits, comme il a fait, puisque je vivais avec lui, hein, et que je pissais au lit et tout ça. Il s'est levé pendant des années, toutes les nuits. Mais qu'est-ce qu'il avait de cassant? C'est un mot difficile. Dans sa façon de parler. D'accord. Ça manquait de tendresse, de rondeur. Ça manquait de tendresse. Okay. Voilà. Mais il était en fait quelqu'un d'extrêmement affectueux. Qu'avez-vous envie de transmettre absolument à vos 5 enfants? Alors là, c'est bien. Quelles valeurs, quels sentiments? Oui, voilà, on essaie de leur transmettre des valeurs. Et puis quand ils cherchent ce qu'ils doivent faire, je leur ai toujours dit, écoutez, pensez pas à l'argent, pensez au plaisir. Essayez de faire quelque chose qui vous apporte du plaisir. Voilà. Ayez du plaisir à faire ce que vous allez faire. Mais bon, ce sont des enfants d'artistes, les uns et les autres. Donc, ils ont quand même été attirés par des choses artistiques. Aucun n'a tenté l'oral de Sciences Po? Aucun n'a tenté l'oral de Sciences Po. Et Vanille m'a trompé parce qu'elle a commencé par une école de commerce, où elle réussissait très bien. Et puis d'un coup, elle a switché en un an. Elle a appris la guitare seule sur Internet. Et puis tout d'un coup, elle nous a annoncé qu'elle voulait être artiste. Mais ça m'a fait peur au début. Et puis après, j'avais tellement peur de l'avoir dégoûtée de la musique quand je lui ai fait faire du piano, quand elle était petite, et que je la faisais répéter de façon trop dure, j'avais rien compris. Et j'ai eu peur quand elle avait abandonné le piano. Je me suis dit, merde, t'es un vrai con, tu l'as dégoûtée de la musique. Et puis finalement, non. Donc, tant mieux. Mais Jeanne, quand elle m'a demandé ce qu'elle devait faire... Jeanne qui est réalisatrice? Oui. Je lui ai dit, je pense. Et évidemment, je lui disais exactement le contraire de ce que sa mère et moi avions fait. C'est-à-dire que nous avions fait sans apprendre. Je lui ai dit, je pense que c'est bien d'apprendre. Fais le conservatoire, apprends. Voilà, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un acteur qui a des bases. Moi, à chaque fois que je vois que je jubile, le métier d'acteur ne m'aurait pas plu, mais c'est un métier qui me fait jubiler de voir un grand acteur au sommet de son art. Bah, comme par hasard, les plus grands, quand même, ils ont travaillé, ils ont appris, ils ont des bases. Julien Clerc, y a-t-il une chanson que vous auriez aimé composer? Le Foule sentimental de Souchon, j'aurais adoré l'écrire. Pourquoi? Parce que c'est une suite harmonique, typiquement guitaristique d'ailleurs, qui n'est pas vraiment la suite harmonique qui vient sous les doigts d'un claviériste. Or, moi, je suis quand même un pianiste. Mais j'aurais adoré écrire, mais plein de chansons. De chansons. J'aurais adoré écrire Let It Be. J'aurais adoré écrire... le truc de Stevie Wonder. Combien de trucs de Stevie Wonder j'aurais aimé écrire? J'aurais aimé écrire une chanson merveilleuse, ça n'existe plus, ça, qui fait toute une face sur le Blonde on Blonde de Bob Dylan, une chanson qui s'appelle Sad-Eyed Lady of the Lowlands, et ça fait toute la face. C'est une chanson qui fait 20 minutes. Waouh. Qui est absolument merveilleuse. Voilà, ça j'aurais aimé écrire. Un jeune artiste ou une jeune artiste qui vous impressionne vraiment aujourd'hui? Stromae. Le lieu le plus émouvant où vous ayez chanté? Vous en avez parlé. Si je m'en réfère à l'émotion ressentie à ce moment-là, avec Alain Lanty qui m'accompagnait en piano derrière moi en larmes. Et moi, je m'étais accroché. Je ne vais pas pleurer juste parce que je m'accrochais à ma chanson et aux paroles, parce que c'est généralement dans ces moments-là qu'on peut avoir un trou, etc. Donc, j'étais tellement concentré. Mais c'est à Nice, là, oui, sûrement. Un moment de grâce sur scène que vous n'oublierez jamais? Je pense, quoique depuis, j'ai oublié. Mais enfin bon. Non, mais
je pense que je me souviens très très bien de la première fois avec Adamo là, à Boulogne-sur-Mer. Je chantais 3 chansons, j'avais naturellement oublié mon costume de scène, je chantais 3 chansons en début de première partie. Franchement, on sait que quand on connaît un peu ce métier, qu'il n'y a pas de meilleure place qu'en première partie, 3 chansons. Hein. Et quand on est un tout petit peu connu, et c'était le cas, Salut les copains avait déjà beaucoup parlé de moi, j'étais pas mal passé en radio, 3 chansons, c'est sans risque. C'est formidable, sûrement, surtout avec un public comme l'était le public d'Adamo à l'époque, qui est un public très populaire, très gentil, très en empathie, comme ça. Et donc, c'était quoi les 3 chansons? Il y avait La Cavalerie, bien sûr. Et j'avais chanté La Cavalerie, Ivanovic, et je pense que je mettais Yann et les Dauphins à l'époque, qui déjà sortait un peu de l'ordinaire comme chanson. C'était très rodagilien. Ça fait partie de ces chansons que tout le monde n'a pas compris de la même façon. Et donc c'était franchement sans risque de faire ça, et évidemment ça m'a laissé un souvenir, ce n'est jamais redevenu pareil, parce que c'était la première fois, j'avais une peur et en même temps je me suis lancé, et puis cette impression que j'ai adorée, qui est que j'étais protégé et brûlé par les projecteurs. Alors je voyais pas les gens, il y avait un trou noir, et puis vous avez ce truc, vous y habituez après, malheureusement. Mais là, c'était la première fois, j'étais aveuglé. Donc j'ai eu l'impression de faire tout en apnée, les 3 chansons en apnée, et de vite sortir. Le plus beau compliment qu'on vous ait fait? Oh, c'est récent. J'avais exprimé mes doutes à mon prof de chant, puisque je prends des cours de chant maintenant depuis je ne sais pas combien d'années, et même quand je ne chante pas, ou que je prends pas, j'ai pas de tournée, tout ça, je prends mes 2 cours par semaine, hein, enfin en tout cas 1 de façon certaine et 2 très souvent. Et évidemment que ces cours de chant ne sont pas que de la technique, et ça commence toujours par une discussion assez profonde, bien souvent, sur la vie, mais c'est donc on parle, voilà. Et j'avais exprimé mes doutes sur un truc, un truc de notre époque, auquel j'ai été confronté alors que j'ai décidé de ne jamais m'en occuper, qui étaient un peu les réseaux sociaux. À la suite de la panthéonisation de Robert Badinter, j'ai fait cette chanson que j'avais écrite il y a longtemps, en 1978, avec Dabadi, donc L'assassin assassiné, qui est une chanson anti-peine de mort. Et j'ai eu le grand honneur qu'on me demande de la chanter au Panthéon. Donc. Si j'ai ce soir dans ma mémoire un assassin assassiné, assassiné, assassiné. Et le lendemain, donc j'étais assez content de moi, parce que c'est une chanson difficile, et puis à la demande des organisateurs, et ils avaient raison, je l'ai coupé, je l'ai raccourci, et j'étais assez content de moi. Assez content de moi, parce qu'une chanson n'est pas facile à chanter. Et le lendemain, j'ai compris par un message de quelqu'un qui m'aimait bien, que je me faisais défoncer sur les réseaux sociaux, ou par certains réseaux sociaux. Et c'est une chose à laquelle, je ne suis pas habitué, mais pour la bonne raison que je ne les regarde pas, si vous voulez. Je ne me suis jamais tellement intéressé à ça, et même avant, je n'ai jamais tellement cherché à... J'ai trouvé que c'était des freins dans la vie, si vous voulez, de savoir ce qu'on pensait de vous. Donc, je le savais un peu par la presse, par certains articles, et franchement, j'ai été dans ma vie extrêmement bien traité, je trouve, par les critiques. Pas comme certains artistes qui ont été, je trouve, durement attaqués. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Donc là, j'apprends par la bande, sans aller vérifier d'ailleurs, qu'il y a eu ça. Donc nous parlions de ça avec mon prof de chant, avec Jérémy. Il s'appelle Jérémy Reynolds. Il est absolument... C'est un coach vocal d'exception. Bon. Et donc... et à la suite de ça, les jours ont passé et j'ai reçu un très long texto que je ne vous citerai pas, parce que d'abord c'est too much, tout ce qu'il a dit. Mais oui, voilà, là ça m'a...
Je me suis dit, je lui ai Mais en dit, filigrane, il vous a dit quoi? Que je comprenne le plus beau compliment qu'on vous a fait. Non, je ne peux pas vous dire parce que, franchement, je suis par nature quand même. Franchement, par nature, j'ai très certainement un ego parce que sinon je ne ferais pas ce métier-là. Mais je suis plutôt du côté de l'humilité que du reste. Donc, je ne peux pas vous dire ce qu'il m'a dit, parce que c'était trop, too much. Mais en tout cas, ça fait partie de ces choses, de ces lettres, de ces mots que vous recevez de temps en temps. Et vous vous dites, dans un métier où, malgré tout, on peut être appelé à douter par moment, je me suis dit, je les garde, ces mots-là. J'en garde 2, 3, parce que je le relirai quand je douterai. Est-ce que vous avez peur de la mort? Sans doute. Mais j'y pense pas mal, étrangement. Mais c'est pas étrangement, mais c'est normal, parce que maintenant j'arrive dans des âges. Mais comme je me rends compte que j'y pense, et que je dois en avoir quand même une certaine peur, car je me rends compte que jusqu'à maintenant, je me suis débrouillé pour ne jamais voir quelqu'un de décédé. Même mes parents que j'ai accompagnés jusqu'au bout, il se trouvait que j'étais là. Mmh. J'ai trouvé le moyen de m'absenter le temps que. Okay. Et après, j'ai absolument pas voulu aller les voir sur leur lit de mort. Donc, j'ai gardé de mes parents l'image, même à la fin, où ils étaient en train de partir, ils étaient encore vivants, si vous voulez. Donc ça, je suppose que ça existe que ça explique, je pense, une certaine peur de la mort quand même. J'ai quelques questions d'auditeurs de Tant qu'il y aura des hommes pour finir. Oui. Quel est l'échec qui vous a le plus servi dans la vie? Oh, tous. Et j'en ai eu. Toutes les tournées n'ont pas toutes marché aussi bien les unes que les autres. Ce qui m'a appris, c'est que quand même une tournée marche moyennement et qu'on n'est pas satisfait du nombre de personnes qui sont dans la salle, il faut absolument chanter, il ne faut absolument pas le dire. Quelle émotion, selon vous, mérite toujours une place, même si elle dérange? Comment? Quelle émotion mérite toujours une place, même si elle dérange? À quelle émotion il ne faut jamais fermer une porte? C'est quelqu'un qui a de la peine devant vous. Moi, on en parle à l'instant, moi je suis assez... Vous êtes émotif? Oui, je suis assez émotif, mais ça ne se voit pas. Et dans la vie, je renvoie plutôt l'image de quelqu'un qui ne montre pas trop ses émotions, alors qu'évidemment, je suis tout le contraire. Et si quelqu'un craque devant moi, je vais avoir tendance à être gêné quand même, c'est la gêne qui va être là, et dans ces cas-là, je vais prendre sur moi et pour accepter ça, pour accepter des pleurs, par exemple. Parce que je me dis, si il ou elle pleure devant moi, c'est qu'il a choisi de pleurer devant moi, je veux dire, donc il me fait confiance. Voilà. Est-ce que vous avez déjà refusé une chanson qui est devenue un tube? Je ne pense pas. Quelle a été la plus belle époque de votre carrière? Françoise Hardy, elle disait toujours, quand on a été, on ne peut pas être. Je trouvais ça, j'étais pas complètement d'accord avec elle. Mais ça n'est pas votre cas en plus. En plus, c'est pas mon cas. Donc, je pense que la plus belle période que je vis, j'ai envie de dire, c'est aujourd'hui, parce que je le souhaite comme ça. Mais c'est aussi, au moins, c'est quand même de se dire, d'avoir admiré toute sa vie, enfin en tout cas toute son adolescence et toute sa prime jeunesse, d'avoir admiré des gens qui étaient des grands artistes, très inspirants, et qui s'inscrivaient tous dans la longueur, si ce n'est les Beatles, qui ont eu une carrière météorique. Mais sinon tous, que ce soit la chanson française, toute la musique que j'aime, la musique brésilienne, le jazz, c'est tous des gens qui ont duré longtemps. Et je peux encore voir aujourd'hui certaines de mes idoles, c'est hallucinant, de se dire que je peux voir encore Bob Dylan sur scène, si j'ai envie, ou McCartney. C'est fou de se dire ça. Alors, et d'être arrivé presque à faire aussi long qu'eux, alors c'est quand même, et d'avoir un répertoire.
j'aurais réussi à faire un répertoire qui fait que quand on me demande pour un concert, vous savez où vous vous rendez compte de la force des répertoires? C'est quand on vous demande pour un concert privé et que dans la salle, il n'y a pas que des gens qui vous aiment. Mais que tout le monde connaît vos chansons quand même. Et voilà. Et alors justement, vous faites une très belle perche vers cette dernière question d'auditeur qui m'a demandé, y a-t-il une de vos chansons qui n'a pas eu le succès qu'elle mérite et que vous aimeriez que les gens redécouvrent? Oh, je sais pas ça. Je sais pas si on est vraiment à l'époque des artistes méconnus. Hein. Et donc des arts Il y a peut-être une méconnus. chanson que vous aimez beaucoup Non, mais il y a des chansons... et qu'on ne s'est pas bien sifflé, nous, le public. Ouais, mais peut-être qu'elles n'avaient pas exactement tout ce qu'il faut pour être grand public. Je sais pas. C'est quoi votre chanson préférée à vous de votre répertoire? Bon, j'en ai pas vraiment, mais je vais avoir tendance à aimer pour d'autres raisons, en fait. Je vais aimer des chansons parce que je vais trouver que cette musique-là, quand même, elle avait quelque chose, mais c'est... Non, vous savez, moi, j'ai tendance à avoir du respect pour les chansons qu'on fait leur trou, malgré moi, j'ai envie de dire. Je me dis, si elles sont là... c'est qu'elles étaient porteuses de quelque chose qui même m'échappe à moi. Vous savez, on fait un métier où on essaie de toucher le plus grand nombre. Bon, on essaie de toucher le plus grand nombre, mais en tout cas en ce qui me concerne, j'essaie de toucher le plus grand nombre, il y en a certains qui sont comme moi, tout en faisant le moins de concessions possible, on va dire. Alors, celles qui sont arrivées, où elles sont, les chansons, elles avaient un truc sans doute que les autres n'ont pas. C'est ce que je me dis. Et c'est pour ça que je ne suis jamais lassé de les chanter. Quand on me dit « T'en as pas marre de chanter depuis 50 ans ?» Non, jamais, jamais. Je me dis, si le public a eu la bonté, on va dire, de tendre son oreille sur cette chanson, j'aurais bien tort de ne pas respecter ça. C'est quoi la chanson qu'on vous demande à chaque fois? Tout le temps. Il y a une dizaine de chansons, moi je trouve ça beaucoup, que j'appelle incontournables et qui sont de toute façon dans tous les tours de chant. Vous connaissez la phrase de McCartney qui dit « Quand je vais voir les Rolling Stones, s'ils ne chantent pas Satisfaction, je demande à être remboursé. » Donc vous, si vous ne chantez pas ma préférence, voilà. C'est ça. Mais elle est ma préférence à moi. Enfin, Julien Clerc, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise en vous voyant arriver le plus tard possible, bien sûr? J'aimerais bien avoir l'esprit des gens qui ont comme ça, qui prennent la balle au bon, mais je ne l'ai pas trop. J'aimerais bien être un auteur pour répondre à ce genre de questions-là. Tiens, voilà pourquoi je n'ai jamais été capable d'écrire de chansons. Non, alors je vais faire une réponse banale. Non, je crois que j'aimerais bien qu'ils me disent, bien que je ne sois pas croyant, tu n'as pas été croyant, mais tu as malgré tout agi comme quelqu'un qui aurait pu l'être. Voilà. Merci infiniment, Julien Clerc, d'être venu dans Tant qu'il y aura des hommes. Les mots de la fin vous reviennent. Je commence cette phrase et c'est vous qui la terminez, même sans vos auteurs. Oui. Alors, tant qu'il y aura des hommes... tant qu'il y aura des hommes, il y aura de l'humanité, j'espère. Merci infiniment, portez-vous bien et je l'espère de tout cœur à très bientôt. Merci. Tant qu'il y aura des hommes.